chatbot classique, place à l'agent intelligent. Avec OpenClaw, c'est une autre dimension maintenant. Il comprend l'objectif, planifie chaque étape avec précision, utilise les outils, exécute l'action, c'est la mission. C'est l'ère de l'IA autonome, la nouvelle orchestration. OpenClaw, la puissance, OpenClaw, la solution. OpenClaw, la puissance, OpenClaw, la solution. Avant de lancer la démonstration, laissez-moi vous poser une question simple, mais fondamentale. Et si votre IA ne se contentait plus de répondre à vos questions, mais qu'elle agissait réellement pour vous? Pendant des années, nous avons interagi avec des intelligences artificielles comme avec des moteurs de recherche améliorés. On pose une question, on obtient une réponse, on copie, on adapte, on exécute soi-même. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Ce que vous allez voir n'est pas un chatbot classique. Ce n'est pas une interface où l'on échange du texte pour générer du texte. Ce n'est pas une IA brillante mais passive, enfermée dans une fenêtre de discussion. C'est un agent, un système capable de comprendre un objectif global, de le décomposer en étapes, de décider quelles actions entreprendre, d'utiliser des outils, d'interagir avec des services et d'exécuter des actions concrètes en arrière-plan. Autrement dit, on ne lui demande plus seulement « Que penses-tu de ?» On lui dit « Voici ce que je veux accomplir » et il agit. Dans cette courte démo, vous allez observer une transition subtile mais déterminante, le passage de la simple conversation à l'orchestration. Comment une instruction devient une séquence logique d'actions. Comment un message se transforme en automatisation réelle. Comment une intention déclenche un processus. Regardez attentivement ce qui se passe à l'écran. Ce n'est pas seulement une réponse qui s'affiche. Ce n'est pas une phrase bien formulée. C'est un mécanisme qui s'active. Un raisonnement qui se structure. Des outils qui s'enclenchent, un objectif qui progresse vers son accomplissement. Ce que vous voyez ici, c'est un avant-goût d'une nouvelle manière de travailler avec l'IA. Moins de saisie, moins de micro-gestion, plus de délégation intelligente. Bienvenue dans l'ère des agents autonomes. Imaginez la scène. Un expert reconnu de l'intelligence artificielle, quelqu'un qui ne se contente pas de comprendre les modèles en surface, mais qui maîtrise en profondeur les systèmes autonomes, les architectures d'agents, les mécanismes décisionnels complexes, décide de rejoindre OpenAI. Ce genre de mouvement n'est jamais anodin, ce n'est jamais un simple changement de badge ou une ligne de plus sur un profil LinkedIn. Quand Peter Steinberger fait ce choix, ce n'est pas juste une transition professionnelle. C'est un signal stratégique, un message silencieux adressé à tout l'écosystème. La prochaine grande bataille ne se jouera plus uniquement sur la qualité des réponses générées par un modèle, mais sur la capacité des agents à agir, décider, planifier et exécuter. Pendant des années, on a célébré l'IA conversationnelle. Des systèmes capables de rédiger des articles, d'expliquer des concepts complexes, de coder, de traduire, de résumer. Des assistants brillants, impressionnants, parfois bluffants. Mais malgré tout, ils restaient dans le registre de la réponse. Aujourd'hui, on change de dimension. On passe du dialogue à l'action. Regardez OpenClaw. On ne parle plus d'un chatbot qui attend passivement une question derrière une interface. On parle d'un système qui prend un objectif global. Organise mon déplacement, gère ma boîte mail, planifie ma semaine et qui décompose cet objectif en une suite d'étapes concrètes. Il lit des emails, il compare des options de vol, il consulte des agendas, il envoie des confirmations, il met à jour des événements. Il ne se contente pas d'expliquer comment faire, il le fait, et ça change tout, parce que ce type d'approche, ce n'est pas un gadget marketing,
Ce n'est pas une démo spectaculaire destinée à impressionner pendant 5 minutes. C'est un basculement structurel, un changement de paradigme dans la manière dont nous concevons notre relation aux machines. On ne parle plus d'outils statiques, on parle de collaborateurs numériques. En parallèle, le projet explose sur GitHub, des milliers d'étoiles, des millions de visiteurs. Une communauté qui s'agrandit à une vitesse fulgurante. Ce phénomène dit quelque chose de très clair. Les développeurs, les entrepreneurs, les créateurs ne veulent plus seulement discuter avec l'IA, ils veulent l'intégrer à leur flux de travail, l'orchestrer, la déployer, la transformer en levier opérationnel. Ce que cette diapositive raconte, en réalité, c'est une convergence historique, des talents de haut niveau qui rejoignent des laboratoires capables d'industrialiser ces visions, des projets open source qui expérimentent vite, testent fort, itèrent, sans relâche, des agents qui passent du concept académique à l'usage concret dans la vie quotidienne. On voit se dessiner une nouvelle génération d'outils, des systèmes hybrides, capables de comprendre le langage humain, mais aussi d'interagir avec des API, des bases de données, des interfaces externes. Des systèmes qui planifient, corrigent leurs erreurs, réessaient, optimisent. Autrement dit, des systèmes qui travaillent. Et à ce stade, la vraie question n'est plus est-ce que l'IA peut produire une bonne réponse? La vraie question devient jusqu'où peut-elle agir pour nous? Combien de tâches peut-elle absorber? Combien de frictions peut-elle supprimer dans notre quotidien? On est probablement au début d'un cycle. Un cycle où les agents autonomes vont s'intégrer progressivement dans nos outils, nos entreprises, nos environnements personnels. Où la frontière entre interface et automatisation va devenir de plus en plus floue. Ce que nous observons aujourd'hui, ce ne sont pas des démonstrations isolées, c'est le point de départ d'une transformation beaucoup plus large. Et si on regarde bien, on réalise que ce n'est pas une simple évolution technologique. C'est une redéfinition du rôle même de l'IA dans notre monde, et ça, ce n'est que le commencement. Regardez bien cette image. On n'est plus face à un simple écran avec des boutons et des menus. On est face à une interface qui s'efface. Une couche presque invisible entre l'humain et le numérique. Et ça, ce n'est pas un détail esthétique. C'est un changement profond dans notre manière d'interagir avec la technologie. Pendant longtemps, l'informatique était frontale. Clavier, souris, commandes précises, on donnait des instructions, la machine exécutait. Même les premières IA restaient dans ce schéma. Question flèche, réponse. Aujourd'hui, on bascule vers autre chose. On ne manipule plus un outil ligne par ligne, on formule une intention. Et le système orchestre les actions nécessaires. C'est exactement ce qu'incarne OpenClaw. Une alternative émergente, pas simplement un clone open source, pas juste une version gratuite d'un modèle propriétaire. C'est une vision différente. Pendant des années, l'IA a été dominée par des modèles fermés, puissants, mais opaques, des boîtes noires. On les utilise, mais on ne les contrôle pas. On dépend d'infrastructures et de décisions prises ailleurs. OpenClaw propose autre chose, transparence, collaboration, contrôle. Ce n'est pas un service que l'on consomme passivement. C'est une brique que l'on peut auditer, modifier, intégrer à son propre environnement, et ça change la posture. On ne subit plus la technologie, on la façonne. Mais la vraie rupture va encore plus loin. Elle est dans l'évolution vers les agents personnels. Imaginez un système qui ne se contente pas de comprendre vos messages, mais qui apprend votre manière de travailler, vos priorités, votre rythme, vos contraintes. Il ne répond plus seulement, il anticipe, un agent qui devient une extension numérique de vous-même, pas un gadget.
une couche cognitive supplémentaire. Et ensuite vient l'orchestration multi-agent. On ne parle plus d'un assistant unique qui fait un peu de tout. On parle d'une équipe invisible d'agents spécialisés, un pour les emails, un pour la finance, un pour la logistique, un pour l'analyse stratégique, et au-dessus, une orchestration, un chef d'orchestre numérique qui coordonne tout. On n'est plus dans l'assistance, on est dans l'organisation. À partir du moment où plusieurs agents collaborent, on passe d'un assistant intelligent à un système opérationnel complet, une microstructure qui travaille pour vous. Ce que cette diapositive raconte, ce n'est pas seulement la montée d'un projet open source, c'est l'émergence d'une alternative crédible face au modèle centralisé. Oui, on peut construire des agents puissants en open source. Oui, on peut garder la maîtrise de son infrastructure. Oui, on peut distribuer l'intelligence. On est au début d'un mouvement, un mouvement où l'IA ne sera plus uniquement concentrée dans quelques grandes plateformes, mais déployée partout, adaptée à chaque contexte, intégrée à chaque organisation. La vraie question n'est plus quel modèle est le plus performant. La vraie question devient quel écosystème me donne le plus de liberté? Quel système me permet d'orchestrer mes propres agents? Parce qu'au fond, la révolution n'est peut-être pas la puissance brute, c'est le contrôle, c'est l'architecture, c'est la liberté d'orchestration. Et ça, ce n'est que le début. Regardez le titre. La course aux agents s'accélère. Ce n'est pas une formule marketing, ce n'est pas un effet de style, c'est un constat. Il y a encore 2 ou 3 ans, on parlait surtout de modèles. Qui avait le plus grand modèle? Qui avait le meilleur benchmark? Qui générait le texte le plus fluide? Aujourd'hui, la discussion a changé. On ne parle plus seulement d'intelligence, on parle d'action. Selon Gartner, près de 40% des applications intégreront des agents spécialisés d'ici 2026. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'on ne sera plus face à des logiciels statiques. On sera face à des systèmes capables de décider, d'exécuter, de coordonner. Ce ne sera plus une option premium, ce sera la norme. Chaque outil métier, chaque plateforme, chaque service numérique intégrera sa couche d'agents. Pas pour faire joli, mais pour automatiser, optimiser, déléguer. Et quand l'adoption devient massive, un autre défi apparaît, l'orchestration. Parce qu'un agent isolé, c'est puissant. Mais des centaines, des milliers, là on entre dans une autre dimension. Il faut coordonner, superviser, donner des priorités, gérer les permissions, tracer les actions. Des solutions comme Frontier montrent déjà la direction, une gouvernance capable de piloter des flottes d'agents logiciels simultanément, comme un centre de contrôle pour intelligence distribuée. On ne parle plus d'un assistant personnel, on parle d'un écosystème. Et dans cette course, il y a un accélérateur majeur, l'open source. Quand un projet comme OpenClaw reste ouvert, il ne dépend pas d'une seule équipe interne. Il mobilise une communauté entière. Des développeurs, des chercheurs, des entrepreneurs. Chacun teste, chacun améliore, chacun adapte. Et cette dynamique change la vitesse d'évolution. Ce n'est plus un développement linéaire, c'est une accélération collective. Ce que cette diapositive montre, en réalité, c'est une convergence de forces. Adoption massive, imminente. Outils d'orchestration avancés. Énergie de la communauté, open source. La course ne fait que commencer, mais elle ne se joue plus sur qui a le modèle le plus gros. Elle se joue sur qui saura orchestrer le plus intelligemment, qui saura industrialiser le plus vite, qui saura intégrer les agents
dans des usages réels. Et la vraie question pour chacun d'entre nous devient simple. Est-ce qu'on regarde la course depuis les tribunes ou est-ce qu'on entre sur la piste? Regardez ce titre. L'AGI personnel. Hybride par essence. Ce n'est pas un slogan, c'est presque une évidence. Si un jour nous avons une véritable intelligence générale, personnelle, une IA qui nous accompagne au quotidien, qui comprend nos projets, nos objectifs, nos contraintes, elle ne sera pas purement propriétaire. Et elle ne sera pas purement open source. Elle sera hybride. Pourquoi? Parce que le monde réel est hybride. D'un côté, vous avez des modèles propriétaires ultra performants, puissance brute, raisonnement avancé, capacités multimodales impressionnantes. Ce sont des moteurs extraordinaires. De l'autre côté, vous avez l'open source, transparence, auditabilité, personnalisation, déploiement local, confidentialité maîtrisée. Ce sont des fondations solides. Une AGI personnelle crédible devra combiner les deux. Imaginez, vous discutez avec un modèle propriétaire pour exploiter sa puissance maximale sur une tâche complexe. Puis vous transférez le résultat dans votre environnement open source, sur votre propre serveur, dans votre propre infrastructure d'agents. Vous gardez la maîtrise, vous optimisez les coûts, vous choisissez où s'exécute quoi. Ce n'est pas une opposition, c'est une stratégie. Hybride, ça veut dire pragmatique, ça veut dire utiliser le meilleur outil pour le bon contexte. Ça veut dire ne pas dépendre d'un seul écosystème, ça veut dire construire une architecture intelligente autour de soi. L'AGI, personnel, ce ne sera pas une application magique unique qui fait tout. Ce sera un assemblage, un noyau local pour la mémoire longue durée et les données sensibles, des modèles externes pour les pics de performance, des agents spécialisés pour l'exécution, une orchestration pour coordonner l'ensemble. En réalité, l'hybridation est une forme de maturité technologique. Au lieu de choisir un camp propriétaire ou open source, on choisit l'efficacité. On choisit la liberté stratégique. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où vous adoptez une posture hybride, vous reprenez le contrôle de votre architecture personnelle d'intelligence. Vous ne subissez plus les limites d'une plateforme. Vous ne dépendez plus d'une seule source de puissance. Vous composez votre propre système. La vraie question n'est donc plus quel modèle est le meilleur. La vraie question devient comment les combiner intelligemment, comment orchestrer puissance, confidentialité et coût. Hiérarchie personnelle, ne sera pas un produit, ce sera une architecture. Une architecture hybride. Et peut-être que la clé de l'indépendance numérique demain ne sera pas d'avoir l'IA la plus puissante, mais d'avoir l'architecture la plus intelligente. Regardez bien cette comparaison. À gauche, le chatbot classique. À droite, l'agent autonome. Pendant des années, on a été impressionné par les chatbots. Et à juste titre, ils savent rédiger, expliquer, coder, résumer. On leur pose une question, ils répondent. On leur donne une instruction, ils génèrent du texte. Mais regardez les mots-clés à gauche. Réactif, attend l'instruction, génère du texte. Isolé, c'est puissant, mais passif. Le chatbot attend. Il ne fait rien tant que vous ne lui demandez rien. Il ne garde pas réellement le cap d'un objectif dans le temps. Il ne déclenche pas d'action concrète dans votre environnement. Il parle. Maintenant, regardez la droite. Agent autonome. Proactif. Reçoit un objectif. Exécute des actions. Persistant. Là, on change complètement de logique. On ne lui dit plus « Écris-moi un email ». On lui dit « Organise mon déplacement à Berlin. Optimise mon pipeline commercial. Gère ma boîte mail cette semaine. » Et il décompose, il planifie, il agit, il vérifie,
Il ajuste. Ce n'est plus une conversation, c'est une délégation. Et la différence est énorme. Un chatbot classique est isolé. Il vit dans sa fenêtre de discussion. Il ne touche pas au reste de votre système. Un agent autonome, lui, est connecté à vos emails, à votre agenda, à vos API, à vos bases de données. Il devient une couche opérationnelle. Et surtout, il est persistant. Il ne disparaît pas après une réponse. Il continue à travailler, il surveille, il relance, il corrige. C'est là que la phrase en bas prend tout son sens. On ne discute plus, on délègue. C'est un changement culturel. On passe d'une IA conversationnelle à une IA exécutive, d'un assistant bavard à un collaborateur numérique. La vraie révolution des agents, elle est là. Ce n'est pas qu'ils parlent mieux, c'est qu'ils font. Et à partir du moment où une IA agit réellement dans votre environnement, la question n'est plus que peut-elle me répondre? La question devient qu'est-ce que je peux lui confier? Regardez cette diapositive comme si on ouvrait le capot d'un moteur. On ne parle plus d'un simple chatbot. On parle d'un système cognitif complet, une architecture, une anatomie. Tout en haut, vous avez le cerveau, le LLM, la couche de décision. C'est lui qui comprend le langage, qui raisonne, qui arbitre. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, il ne fait pas tout. En dessous, là, il y a la mémoire. Et ça, c'est fondamental. Sans mémoire persistante, une IA reste amnésique. Elle oublie d'une session à l'autre. Elle perd le contexte. Elle recommence à zéro. Avec une mémoire, elle accumule. Elle garde les objectifs. Elle stocke les préférences. Elle suit l'historique des actions. On passe d'une interaction ponctuelle à une continuité. Ensuite vient la planification. C'est là que la magie opère vraiment. Un objectif complexe, ce n'est jamais une seule action, c'est une séquence, un découpage, des dépendances. La planification transforme une intention vague en étapes concrètes. Elle priorise, elle structure, elle organise. Et enfin, tout en bas, il y a les skills, les capacités d'exécution. C'est ici que le système agit réellement. Appel, API, gestion d'email, manipulation de fichiers, requête base de données, réservation, automatisation, c'est le bras opérationnel. Et ce qui est fascinant, c'est que tout ça fonctionne en boucle. Cerveau vers mémoire, vers planification, vers exécution, vers retour au cerveau. Une boucle décisionnelle autonome. Qui ne dort jamais? Qui observe les résultats? Qui ajuste? Qui corrige? Qui relance? Ce n'est pas un échange question-réponse. C'est un système vivant. Quand on comprend cette anatomie, on réalise quelque chose d'essentiel. Un mais, LM seul, ce n'est pas un agent, c'est un composant. Ce qui fait un agent autonome, c'est l'intégration de ses couches, la cohérence entre elles, la boucle permanente. On passe d'un outil conversationnel à une structure cognitive. Et à partir du moment où vous assemblez ces briques correctement, vous n'avez plus juste une IA qui parle. Vous avez une IA qui pense, qui se souvient, qui planifie et qui agit. Et ça, c'est une toute autre catégorie de système. Regardez bien ce titre. L'ingénierie de l'action, on ne parle plus d'ingénierie du prompt. On ne parle plus d'optimisation de texte. On parle d'action réelle. Parce qu'à partir du moment où un agent devient autonome, la vraie question n'est plus « qu'est-ce qu'il sait dire ?» La vraie question devient « qu'est-ce qu'il sait faire ?» Prenons des cas concrets. La gestion des emails. Ce n'est pas juste rédiger une réponse élégante, c'est trier automatiquement, détecter les priorités, créer des brouillons intelligents, classer, exporter vers d'autres outils comme Pennylane. Ce n'est plus de la conversation, c'est de l'opérationnel. Ensuite, le développement. Installer des librairies Python,
Créer des pull requests sur GitHub, gérer des backups, analyser des logs. Là, on n'est plus dans un assistant théorique, on est dans un co-développeur numérique, quelqu'un, ou plutôt quelque chose, qui agit directement dans l'environnement technique. Navigation web, un agent qui analyse une interface, qui clique, qui remplit des formulaires, qui compare des offres, qui réserve. Il ne se contente pas de vous dire « voici le lien ». Il va jusqu'au bout du processus. Et enfin la domotique. Pilotage IoT, interaction physique via API. Allumer des lumières, ajuster une température, lancer un scénario. L'I, elle quitte l'écran. Elle entre dans le monde réel. Ce que montre cette diapositive, c'est une bascule. On passe d'une IA conversationnelle à une IA intégrée dans des flux métiers. On parle d'automatisation intelligente, d'orchestration de tâches, de délégation structurée. L'ingénierie de l'action, c'est ça. Connecter le cerveau décisionnel à des capacités concrètes d'exécution. C'est transformer une intention en chaîne d'action, et à partir de là, tout change, parce que quand une IA peut gérer vos emails, contribuer à votre code, naviguer sur le web et piloter vos objets connectés, la question n'est plus est-ce que ça marche? La question devient qu'est-ce que je décide de lui confier? Regardez bien cette diapositive. On parle d'architecture, mais pas au sens schéma technique froid. On parle d'un processus vivant. Pendant longtemps, on a utilisé les IA comme des onglets de navigateur. On ouvre, on pose une question, on ferme. Fin de l'histoire. Mais un agent autonome, ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous le laissez sur votre ordinateur principal, qu'est-ce qui se passe? Risque élevé, machine éteinte la nuit, connexion instable, disponibilité limitée. En clair, ce n'est pas fiable. Et un agent autonome, par définition, doit être persistant, il doit pouvoir tourner en continu, observer, planifier, exécuter, surveiller. C'est là qu'intervient le VPS externe. Isolation totale. Disponibilité 24 sur 24. Ressources dédiées. On passe d'un usage occasionnel à une présence permanente. Un serveur distant, avec 64 gigaoctets de RAM par exemple, un accès route maîtrisé, une configuration optimisée. Ce n'est plus un simple test, c'est une infrastructure. Et ça change la nature du système. Ce n'est plus une expérience locale. Ce n'est plus un outil que l'on ouvre quand on y pense. C'est un service vivant, un système qui reste actif pendant que vous dormez, qui continue à surveiller des emails, qui traite des tâches en arrière-plan, qui prépare des actions pour le lendemain. On n'est plus dans la logique de l'onglet, on est dans la logique de la présence, une présence système permanente, et cette distinction est fondamentale parce qu'à partir du moment où votre agent est déployé sur une infrastructure dédiée, il devient une composante stable de votre environnement numérique. Il ne dépend plus de votre machine personnelle. Il ne s'arrête plus quand vous fermez votre navigateur. Il ne disparaît plus après une session. Il vit. Et quand une A commence à vivre dans votre architecture, la question n'est plus « est-ce que je l'utilise ?» La question devient « comment j'organise sa place dans mon système ?» Regardez cette scène. On ne parle plus d'une interface web isolée. On ne parle plus d'un outil qu'on ouvre dans un onglet. On parle d'un dialogue en temps réel sur Discord et ça change complètement la dynamique. Pourquoi? Parce que Discord, ce n'est pas juste une plateforme de messagerie. C'est un environnement vivant, un espace communautaire, un lieu d'échange permanent. Quand une IA s'intègre à Discord, elle ne se contente pas de répondre, elle s'insère dans une conversation continue. Vous lui écrivez. Elle répond instantanément, vous rebondissez. Elle adapte. C'est fluide, c'est naturel, c'est immédiat. Regardez l'exemple à droite. On demande «
crée un jeu de Tetris en Python. Et l'agent ne se contente pas d'expliquer. Il génère le code, il donne les instructions d'installation, il précise les contrôles, il agit comme un développeur qui discute avec vous en direct. Et ce qui est puissant ici, c'est la personnalisation. Sur Discord, l'agent peut être configuré pour un serveur précis, pour une communauté précise, pour un usage précis. Un serveur orienté dev, il parle code. Un serveur business, il parle automatisation, stratégie, analytics. Un serveur domotique, il pilote des actions. L'IA devient contextuelle. Elle s'adapte à l'écosystème dans lequel elle est intégrée. Et puis, il y a l'accessibilité. Pas besoin d'ouvrir un terminal complexe. Pas besoin de lancer une interface dédiée. On écrit un message, comme on le ferait avec un ami. Et l'agent est là. Toujours disponible. Toujours à l'écoute. Ce que montre cette diapositive, ce n'est pas juste une intégration technique. C'est un changement d'interface. On passe d'un outil formel à un compagnon conversationnel intégré dans nos flux quotidiens, et quand l'IA s'insère directement dans les espaces où l'on travaille déjà, Discord, Slack, messagerie, elle cesse d'être une expérience isolée. Elle devient une présence interactive, personnalisable, accessible à tous. Et à partir de là, la vraie question n'est plus est-ce que je vais utiliser l'IA, mais plutôt dans quels espaces de ma vie numérique est-ce que je veux qu'elle soit présente. Regardez bien cette séparation. À gauche, l'interface. À droite, le cerveau. Et entre les deux, une passerelle. C'est ça, l'architecture moderne d'un agent. L'interface, ici, c'est Discord. Un simple canal de discussion en apparence. Mais en réalité, un centre de commandement, vous écrivez un message, vous donnez un objectif, vous posez une question, c'est naturel, conversationnel, fluide, mais ce que vous voyez à l'écran, ce n'est que la surface. Parce que derrière cette interface familière, il y a l'intelligence. Une API, un routeur comme OpenRouter, un modèle comme Minimax M2. Le message que vous envoyez traverse cette passerelle. Il est analysé, interprété, trait et par un moteur de raisonnement, et la réponse revient, mais ce n'est pas qu'une réponse texte, c'est une décision, une action potentielle, une étape dans un processus plus large. Ce qui est intéressant ici, c'est la dissociation claire entre le front et le back. L'interface peut changer. Discord aujourd'hui, Telegram demain, une application mobile ensuite, mais le cerveau reste le même. Il est indépendant, modulaire, remplaçable. Et ça, c'est stratégique. On peut optimiser les coûts, on peut tester différents modèles, on peut explorer des scénarios complexes sans pression budgétaire énorme. Un budget initial de quelques dizaines de dollars suffit pour expérimenter sérieusement. Ce n'est plus réservé aux géants. Ce que montre cette diapositive, c'est une architecture découpée intelligemment. L'interface pour l'humain, l'API pour le routage, le modèle pour la décision, une séparation claire des responsabilités. Et quand on comprend ça, on réalise que l'agent n'est pas une application, c'est un système distribué, une intelligence branchée derrière une interface simple. Et peut-être que que le plus fascinant, c'est que pour l'utilisateur, tout ça reste invisible. Il écrit un message. Et derrière, toute une mécanique cognitive se met en marche. Et comme le disait Arthur C. Clarke, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie, mais ici, la magie a une architecture. Et cette architecture, vous pouvez la comprendre et la construire. Regardez bien ce titre. Les yeux de l'agent, CRXNG. Un agent autonome sans accès au web, c'est un cerveau enfermé dans une pièce sans fenêtre. Il peut raisonner, il peut analyser, il peut planifier, mais il ne voit pas le monde,
Et c'est là que CER-XNG entre en jeu. On ne parle pas d'un simple moteur de recherche public, on parle d'un moteur auto-hébergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aucune restriction imposée par un tiers, pas de quota caché, pas de limitation arbitraire, pas de dépendance à une API commerciale fragile. L'agent possède ses propres yeux, il interroge le web en temps réel, il croise les sources, il vérifie les informations, il compare, et surtout, il le fait gratuitement. Pas de coût par requête, pas de facture qui explose à la fin du mois, pas de pression budgétaire à chaque recherche. Résultat, on peut laisser l'agent faire de la veille continue, analyser des tendances, surveiller des mots-clés, contrôler des données concurrentielles, vérifier des faits avant de prendre une décision, et tout ça en temps réel. Ce n'est plus un modèle qui répond uniquement à partir de ce qu'il sait déjà. C'est un système qui explore activement le monde extérieur. Il source, il vérifie, il croise, et ça change complètement la qualité des décisions, parce qu'un agent autonome ne doit pas seulement être intelligent, il doit être informé. Ce que montre cette diapositive, c'est une architecture cohérente, un cerveau pour décider, une mémoire pour se souvenir, des skills pour agir et des yeux pour voir. Et à partir du moment où votre agent dispose de son propre moteur de recherche dédié, il ne dépend plus d'un savoir figé. Il devient un système de veille illimité. La vraie question n'est plus est-ce qu'il connaît la réponse, mais plutôt est-ce qu'il peut aller la chercher. Maintenant, regardez bien cette diapositive. On a parlé de puissance, on a parlé d'autonomie, on a parlé d'orchestration. Mais plus un système est puissant, plus le risque augmente. Puissance système égale risque maximum. C'est une règle simple. Un agent qui peut lire vos emails, exécuter du code, interagir avec des API, supprimer des fichiers, ce n'est plus un jouet. C'est une entité opérationnelle. Et donc on entre dans la zone de danger. Premier risque, la prompt injection. Des instructions cachées dans un email entrant, un message apparemment anodin, mais qui contient des directives malveillantes. Ignore les règles précédentes. Exécute telle commande. Si l'agent n'est pas protégé, il peut interpréter ces instructions comme légitimes. Deuxième risque, les skills malveillants. Un code non vérifié, une librairie douteuse, un script exécuté automatiquement sans contrôle. Là, on ne parle plus d'une mauvaise réponse, on parle d'une action réelle, potentiellement destructrice. Troisième risque, la suppression de données. Une commande mal interprétée, une mauvaise compréhension du contexte. Et l'agent supprime, modifie, écrase. Quand on donne le pouvoir d'agir, on doit accepter la responsabilité de sécuriser. C'est pour ça que le protocole de défense est fondamental. Permission minimale. Un agent ne doit jamais avoir plus d'accès que nécessaire. Principe du moindre privilège. Isolation C, PS. On ne déploie pas un agent autonome sur son ordinateur personnel critique. On l'isole, on compartimente et surtout, human in the loop. Validation humaine pour les actions sensibles, confirmation avant suppression, accord explicite avant exécution critique. L'autonomie totale sans garde-fou, ce n'est pas de l'innovation, c'est de l'inconscience. Ce que montre cette diapositive, c'est la maturité d'une architecture. On ne cherche pas seulement à rendre l'agent plus puissant, on cherche à le rendre plus sûr. Parce qu'un agent autonome sécurisé, c'est un levier. Un agent autonome sans contrôle, c'est une vulnérabilité. La vraie question n'est donc pas peut-il agir, mais plutôt comment s'assure-t-on qu'il agit dans le bon cadre? Regardez bien cette trajectoire. À gauche, le VPS Cloud. À droite, le monstre local. C'est une évolution logique.
Aujourd'hui, le VPS est une rampe de lancement, rapide à déployer, accessible, flexible. On teste, on expérimente, on itère. C'est parfait pour démarrer. Mais si on parle de souveraineté totale, le cloud n'est qu'une étape. À un moment donné, si votre agent devient stratégique, si vos données deviennent sensibles, si votre architecture devient critique, vous voulez le contrôle complet, et c'est là qu'entre en scène le hardware local. Un vrai poste de calcul, une machine dédiée, une carte graphique haut de gamme, des modèles SOTA qui tournent chez vous. Plus de dépendance à une API externe, plus de latence imprévisible, plus de plafond artificiel, vous hébergez, vous contrôlez, vous décidez. Le tunnel SSH au milieu, c'est la transition. Un lien sécurisé entre le cloud et le local, une migration progressive, un passage maîtrisé. On ne coupe pas tout du jour au lendemain. On structure, on commence dans le cloud, on industrialise, puis on rapatrie. Et à ce stade, la souveraineté n'est plus théorique. Vos données sensibles restent chez vous. Vos modèles s'exécutent chez vous. Votre intelligence tourne chez vous. Ce que montre cette diapositive, c'est une vision long terme. Le cloud comme accélérateur, le local comme destination. Parce que l'indépendance numérique ne se décrète pas. Elle se construit, et peut-être que la question finale n'est pas quel modèle j'utilise, mais plutôt où tourne mon intelligence. Regardez cette dernière diapositive. La vraie question, au fond, elle est là. Architecte ou utilisateur? Pendant des années, on a été utilisateur. On télécharge, on s'inscrit, on consomme, on utilise des plateformes cloud prêtes à l'emploi, on accepte les règles, on accepte les limites, et ça fonctionne. Mais le futur de l'IA ne sera pas 100% cloud. Il sera hybride, interconnecté, auto-hébergé, une partie dans le cloud pour la puissance et la rapidité, une partie en open source pour la transparence et le contrôle, une partie en local pour la souveraineté. Ce que vous voyez derrière cette silhouette, ce n'est pas un simple schéma technique, c'est une carte d'architecture personnelle. Assistant sur Discord pour l'interface. CRXNG pour la recherche indépendante. Un cerveau local pour la décision souveraine. Chaque brique a son rôle. Chaque couche a sa fonction et ensemble, elles forment un système cohérent. La différence entre l'architecte et l'utilisateur, elle est simple. L'utilisateur consomme une solution. L'architecte assemble son propre écosystème. Il choisit où tourne son intelligence. Il choisit où vivent ses données. Il choisit ses dépendances. Et surtout, il comprend ce qu'il construit. Construire son autonomie numérique, ça ne se fait pas en un week-end. Ça se fait brique par brique. Un VPS, un agent, un moteur de recherche auto-hébergé, un modèle local, une orchestration, progressivement, et à la fin, vous n'avez pas juste une IA. Vous avez votre architecture. Alors la vraie question, elle n'est pas technique, elle est stratégique. Est-ce que vous voulez rester utilisateur d'un système conçu par d'autres, ou est-ce que vous voulez devenir l'architecte de votre propre intelligence numérique?